Il est déjà venu chez vous, quand je dis chez vous, c'est au-delà chez vous, dans votre poste radio ou sur votre ordinateur et par l'intermédiaire de ces magazines. Il s'agit de Nicolas Plantrou. Pas pour vous parler à nouveau du bateau Le Belem et de la flamme olympique, vous en souvenez certainement, qui sera prochainement à son bord, mais pour évoquer un tout autre sujet, celui des 100 ans de la fondation Filsen. Alors, ça n'a aucun rapport avec l'armada et les bateaux, hein. Encore que vous allez tout découvrir, et pourquoi on en parle aujourd'hui. Nicolas Plantrou, bonjour. Bonjour. Filsen, oui, je fais un bref retour par rapport à la Seine. Phil, pourquoi ce nom ? Alors pourquoi ce nom ? Cette fondation a été créée il y a 100 ans, donc en 1924, par des industriels du textile rouennais, particulièrement la vallée du Cailly, pour loger des ouvriers du textile et leur donner un logement décent. À l'époque, il s'agissait d'avoir l'eau dans la maison. En fait, c'était à l'extérieur de la maison, mais il y avait un point d'eau et il y avait l'électricité. C'était les éléments de confort. Bon, et donc les ouvriers étaient mieux logés qu'auparavant, où ils étaient dans des taudis. Et cette fondation, elle a été gérée comme ça. C'était en quelque sorte un bailleur social. Et puis, il y a une vingtaine d'années, on s'est aperçu qu'elle n'avait pas la taille nécessaire pour devenir un vrai bailleur social, d'autant que les lois exigeaient que les bailleurs sociaux aient un certain nombre de lots. Tout à fait. Bon, et donc il a fallu changer l'orientation. Et on a décidé de s'orienter vers le médico-social, handicap et personnes âgées principalement. Donc actuellement, la Fondation Filsen, elle gère un certain nombre d'EHPAD, qui sont principalement dans la métropole de Rouen, mais il y en a également dans l'Eure, à Ivry-la-Bataille et à Nassandre. Mais sinon, c'est au Sapin, la résidence Sainte-Anne qui est rue de Joyeuse à Rouen, Sotteville-les-Rouen, et puis une résidence autonomie à Saint-Sever. On a un service d'aide à domicile qui va aider des personnes âgées ou handicapées. Et notre directeur général est également directeur général de l'association des papillons blancs de Ponton-de-Mer, avec laquelle nous avons des liens étroits. Voilà, donc ça fait plusieurs centaines de salariés, environ 600. Ça fait un certain nombre de personnes prises en charge. Et actuellement, donc, nous préparons le centenaire l'année prochaine, en 2024. Alors, il y a le centenaire, Nicolas, mais il y a aussi le fait que vous voulez attirer l'attention sur cette possible main tendue que vous faites en direction des mécènes, parce que vous avez plein d'idées. Vous êtes président de la fondation, et à côté de tout ce que vous venez de nous développer, il y a aussi des travaux que vous voulez développer sur comment aider les aidants, oui, qu'on oublie un peu. Oui, donc il y a tout un travail, et je crois que vous voulez créer même un cercle d'aidants. Oui, alors effectivement. Alors nos maisons, elles accueillent tout le monde, mais on est agréé à l'aide sociale. Donc on a les gens les moins pourvus de notre société. Et dans ce cas-là, il y a les collectivités publiques, l'ARS et puis le département qui assurent un prix de journée. Mais dès qu'on veut faire autre chose que de purement gérer nos maisons et nos résidents, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'argent. Alors, on va effectivement, on demande généralement des donateurs privés ou des entreprises mécènes de nous aider à faire des choses nouvelles. Alors, on a plein de projets. Vous parlez des aidants, oui, par exemple. C'est un sujet que nous voulons traiter avec d'ailleurs le CHU de Rouen et puis avec Becquerel. L'idée, c'est d'avoir une équipe mobile avec psychologue, peut-être ergothérapeute, mais également assistante sociale, pour aller au domicile des aidants. Souvent, on oublie que les aidants, ils aident une personne, mais ils font économiser beaucoup d'argent à la société, puisqu'ils prennent en charge à leur domicile. Des aidants qu'on peut retrouver dans l'autre partie après, des personnes, voilà, dire, en grande déshérence physique, voire mentale. Ben oui, parce que les aidants s'épuisent quelquefois. Bon. Et donc, pour éviter qu'ils s'épuisent et pour qu'ils puissent continuer d'assurer leur rôle, il faut vraiment aider les aidants. Des pays comme le Canada le font depuis longtemps. Donc nous voulons faire un peu comme on fait au Canada depuis 30 ou 40 ans, et donc d'envoyer des équipes qui vont au domicile, de permettre aussi des groupes de parole avec un psychologue, que les aidants puissent se retrouver, et puis avoir un lieu assez sympathique où les aidants puissent, quand ils viennent faire une course, pouvoir passer prendre un café, puis se reposer, parler avec quelqu'un, essayer de décharger le stress.
C'est primordial, on le sait bien, dans l'accompagnement des personnes qui sont directement touchées, l'aidant est une personne primordiale sur laquelle on a commencé un peu à regarder son rôle, son importance, mais avec maintenant un regard sur comment on va pouvoir l'aider parce qu'il a été trop longtemps oublié. Et voilà. Bon. Et puis, on veut aussi provoquer un peu les chercheurs sur le domaine du vieillissement. Oui. On a beaucoup de chercheurs dans notre région. L'université est très riche de chercheurs compétents. Bon, mais on voudrait bien que notre région soit un peu pilote dans la recherche sur le vieillissement. Donc, on a initié des travaux de recherche. Il y a quelques mois, là, au mois de septembre 2023, on avait un colloque de 2 jours avec l'école d'architecture parce que la question de l'adaptation des logements, mais aussi l'adaptation des villes, comment on fait pour que on ne construise pas des EHPAD isolés, mais que ce soit proche des commerces, des services publics, etc. Bon, il faut repenser la ville, il faut repenser le logement d'une autre manière à partir du moment où il y aura plus de personnes âgées que de jeunes à l'avenir. Bon. Donc c'est un défi pour les bailleurs sociaux, pour les élus, etc. Donc il faut que des travaux de recherche s'engagent. On a un autre sujet, c'est l'alimentation. Les personnes âgées, on sait bien que pour elles, quand on est vieux, c'est pratiquement le seul plaisir qui reste, c'est de pouvoir manger correctement. Bon, alors on ne mange pas toujours très correctement dans les cantines collectives. Bon, donc nous, on voudrait qu'on travaille là-dessus pour faire en sorte que l'alimentation, le repas reste le moment de joie dans la journée. Et puis, il faut aussi prévenir la dénutrition. Donc, on va organiser en 2025 un colloque là-dessus et on va engager des travaux de recherche. En 24 en 2025. On fera le colloque en 2025. D'accord. Alors, oui, il faut s'y préparer. Et puis, on engage un travail de recherche de long terme avec l'aide de la faculté de médecine pour faire des tests et travailler à peut-être des choses nouvelles, prometteuses. Alors, vous profiterez de cette année du centenaire qu'on célébrera pour organiser le premier colloque, hein, c'est ça, sur le vieillissement. En revanche, sur j'allais dire les cadres sur les travaux dans le vieillissement, ça c'est en 2024 ou c'est aussi en 2025 ? En 2024, il y en a deux. On va fêter, un 2024. Mais il y en a deux, il y en aura 5, 10, etc. Des colloques, on voudrait en faire de nombreux parce qu'on voudrait accentuer la recherche. Bon. Mais effectivement, 2024, c'est le centenaire de la Fondation Filsen. Donc, dans chacun de nos établissements, il va y avoir un moment de fête pour rassembler les résidents, les familles, etc. Et puis, en fin d'année 2024, au mois de novembre, on va organiser un colloque sur le thème « Quel avenir dans une société vieillissante ?» Il va y avoir des tas de changements pour tout le monde. Il faut qu'on s'y prépare. Ça concerne à la fois l'anthropologie, la sociologie, l'urbanisme, la médecine, etc. Donc on voudrait faire une table ronde pluridisciplinaire avec une introduction par un philosophe. Et on fera ça fin 2024, en novembre. Donc tout n'est pas encore parfaitement organisé, mais ça commence à s'organiser. Et cet anniversaire des 100 ans, il sera fêté, il sera décliné de quelle manière, j'allais dire, dans les EHPAD ou pour les... Alors dans les établissements, on aura sans doute un petit concert ou une pièce de théâtre, un moment de culture et d'animation. Nicolas Plantrou, on vous avait reçu pour parler du Belém, la Fondation Belém et de la Flamme, et on parlait de réinsertion ou d'insertion par rapport à des personnes parfois qui peuvent se trouver en déshérence. Qu'est-ce qui vous fait courir ? Vous êtes sur tous les fronts. Oui, alors bon, j'ai eu, c'est le hasard de la vie, une femme handicapée, donc j'ai beaucoup fréquenté les associations de handicapés. J'étais président de la coordination handicap Normandie pendant un certain temps, et voilà, dans la vie, il y a une injustice profonde. Ce sont les vulnérabilités. Quand on est handicapé ou qu'on le devient, c'est quand même quelque chose de terrible et on n'y peut rien, mais c'est l'injustice de la vie. Bon. Et quand on est âgé, il y a des gens qui sont âgés et qui vont courir le marathon à 80 ans, mais il y en a d'autres qui sont bien mauvais état. Bon, eh bien, moi je considère que quand on a la chance d'être bien portant, à la fois physiquement et intellectuellement, il faut aider son prochain. Vous serez toujours le bienvenu, Nicolas Plantrou, pour nous parler de tout ce que vous faites. Et puis, donc, n'oubliez pas Filsen qui a besoin de vous pour les aider, pour structurer, pour le mécénat, ni plus ni moins. Merci encore. Ce magazine, comme les autres,
bien évidemment. Vous pouvez les retrouver sur nos podcasts audio et vidéo. Et puis, c'est comment ? Sur nos liens, le site internet ou l'application de Radio Sensation. Merci encore. Merci.